Salut les amis, bienvenue encore sur ma chaîne. Euh, Dans ce chapitre, on va finir ce cours JS. Donc, alors, en fait, pour accélérer un petit peu, j'ai préparé. Du coup, j'avais mis toutes les choses qu'on avait appris dans un autre fichier. Voilà, donc dans nos fichiers à la base, ils sont clean. Du coup, c'est bon. Ce qu'on va apprendre, c'est le dernier chapitre, en fait, parce que là, si je vous montre, le 9 et le 10, ce ne sont que les choses qu'on va découvrir soi-même, en gros. Ok? Là, en gros, par exemple, pour le 9, pour le numéro 9, c'est juste des projets. Et d'ailleurs, je vous avais déjà, en fait, préparé deux, deux deux projets parmi ça. J'ai choisi la calculatrice et l'horloge, il me semble. Voilà. Et les autres, vous pouvez le faire. Et surtout, c'est que ce que je vous ai préparé, c'est que je vous avais je vous avais en fait construit juste l'interface, c'est-à-dire UI, User Interface. Après, c'est à vous d'implémenter par vous-même parce que maintenant, je considère que vous avez les compétences nécessaires pour, voilà, en fait, pour coder. Donc, ok, c'est comme ça, le tuto, les cours, c'est bien, mais c'est bien quand on veut juste, on veut en fait apprendre des bases. Ça, c'est bien, voilà, c'est très bien. Mais après, vous ne devez pas dépendre des tutos, des cours, tout ça. C'est à vous d'implémenter par vous-même ou vous réfléchissez et vous réfléchissez et voilà, c'est comme ça que vous vous améliorez en gros. Ok? Je voulais vous montrer les choses que je vous avais en fait préparées, c'est-à-dire l'interface, juste l'interface, les fonctionnalités, sans les fonctionnalités en gros. C'est à vous d'implémenter en gros. Voilà. Après, voilà. Et après, sur le 10, en gros, pour les plus loin, c'est juste introduction, en fait, quelque chose de nouveau dans JS que je considère, c'est pas en priorité, en fait, par rapport à tout ce qu'on doit savoir de la base. Voilà, en JS, voilà. Tout ce qui est base, on avait vu, vous voyez. Après, les nouveautés, tout ça, du structuring, les spreads, les trucs comme ça, vous-même, vous pouvez aller chercher sur le net, sur les chatbots, voilà. Vous le saurez, c'est vraiment ça. Ok? Parce qu'en fait, ce sont juste des bonus. Après, voilà. Après, sur les frameworks React, j'avais déjà en fait créé un cours en fait qui s'appelle React. Vous pouvez aller le voir et voilà. J'ai fait les trucs basiques pour qu'on puisse en fait démarrer avec ce framework. Voilà. Dès que ce cours est fini, vous pouvez en fait continuer sur React et tout, voilà. Sur d'autres tutos sur YouTube, en gros, voilà. En gros, tout simplement. Ok, donc je considère que dans ce chapitre, on va le finir ce cours, c'est ici, voilà. Du coup, j'ai préparé, comme je vous ai dit, là c'est bon, j'ai mis juste ça, voilà, tout ça. Donc voilà, on va prendre ça. On va apprendre le JSON, le format. Ok. On va prendre le local storage, le session storage. Ce sont des API de JS qu'ils ont inclus voilà, dans le navigateur en gros. Et donc voilà, après on va faire juste un petit exemple. Ok. Vous allez voir ils sont quasiment en fait à peu près la même chose, juste de différents usages. Ok, voilà.
Donc, pour ne pas tarder, on va commencer. En fait, qu'est-ce que c'est le JSON? Eh bien, c'est juste l'acronyme de JavaScript Object Notation. C'est juste un type de format là, pour quand vous travaillez avec. euh, en gros, la plupart du temps, en gros, quand vous développez euh, généralement, dans le développement web, c'est que vous utilisez JSON. Ok? Même dans d'autres types de programmation. Donc voilà, c'est juste un moyen pour transporter les données dans un tel type. Et ce type-là, c'est le type JSON. Ok? Voilà. C'est JavaScript Object Notation. Et ce type-là, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait, il ressemble vraiment à un objet JavaScript. Supposons que vous avez un tableau d'objets en JS, et pour le faire en JSON, eh bien, c'est vraiment quasiment à peu près la même chose. Il y a juste une type différente. Et ce type différent, je vous montre là parce que je vous avais déjà préparé un fichier qui a de l'extension JSON. Ok? .json. C'est juste pour dire, je vais déclarer un fichier qui est de type de ce format-là, JSON. Ok? Et juste en gros pour vous dire, oui, je vous avais pas dit, c'est que ce type de format, ça vous permet d'envoyer votre donnée à votre serveur, peu n'importe la technologie que vous implémentez dans votre serveur. Et aussi, ça permet de récupérer, c'est le serveur qui va envoyer en général de ce type-là, en gros, le JSON, à votre client, c'est-à-dire votre site web, votre navigateur, en gros. Ok? Et en gros, quand on le reçoit, on le reconvertit en données JS, c'est-à-dire JavaScript, et puis on travaille avec ces données par rapport à ce qu'on a besoin de faire, en gros. Ok? Donc voilà, ça c'est ça en gros. La définition, c'est un type de format qui nous permettent de transporter nos données au serveur, et le serveur aussi il va envoyer ces données au client, tout simplement. Ok? Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce que je vous avais déjà fait. C'est le voilà, JSON. Donc vous voyez, ça se ressemble ici. Ça se ressemble à une sorte d'objet. Et bien, ce que je vous dis, ça se ressemble, c'est parce qu'il a une propriété et la valeur. Sauf que en JSON, quand vous déclarez votre format qui est de type JSON, quand vous travaillez avec ce format-là, la propriété et la valeur, ils seront tous dans le double quote. Ok? C'est pas un simple code, hein, c'est un double quote. Ok? Voilà. Donc vous mettez votre propriété dans le double quote, et puis deux points comme un objet JS, et puis votre valeur. Si votre valeur elle est de type string, vous devez mettre dans le double quote comme ça en gros. Et puis, si vous avez une autre propriété qui contient des tableaux, et bien c'est très simple. Voilà. Vous ouvrez votre paire de j'ai un trou de mémoire en français. Enfin bref, c'est pas important. Vous ouvrez votre tableau, et puis vous mettez votre objet dedans, sauf que votre objet elle est toujours entourée avec le double quote, et les accolades ça ne change pas. Ok? C'est juste pour dire ce sont des objets en gros. Voilà. Et puis si vous avez là en fait par exemple notre propriété ID ici, on devait toujours mettre en double quote de type de ce format là. Si vous avez votre ID
il est de numéro, là, je vais juste peut-être changer un petit peu, juste 1 et 2. Voilà. Si votre ID elle est de type number, bah, vous pouvez très bien les mettre comme tel encore. Parce que le JSON, en fait, il accepte le nom. Vous n'avez pas besoin de mettre dans le double quote comme le string ici. Ok? Voilà. Après, si vous avez un autre type qui est de type boolean, vous voyez, false et true. Voilà. Là, ils permettent aussi d'écrire directement false et true sans le mettre dans le double quote. Ok? Supposons ici vous avez une autre propriété, blablabla, par exemple x. Ok? Et puis ici vous souhaitez mettre ici en fait true, c'est pas un problème. Il va accepter juste. Il faut que j'écris bien. Voilà. Vous voyez? Vous n'avez pas d'erreur. Ok? Avec les types boolean et le number, vous pouvez les mettre comme tel. Sauf le string, si vous ne le mettez pas dans le double quote, et ben là, vous avez un petit rouge là, vous voyez, il y a de syntaxe ou un truc comme ça. Voilà, une expected, blablabla, expected, voilà, qui est dans le double quote, voilà. Ok? Voilà. Donc, maintenant vous savez, en fait, c'est très simple en fait. Le JSON, c'est juste un moyen pour qui permettre d'envoyer les données de ce type-là au serveur, et le serveur il nous envoie à son tour. Et puis on travaille avec voilà, ce format-là. Ici, j'ai mis un exemple, j'ai déclaré une propriété dans le double quote. C'est toujours dans le double quote quand il s'agit des propriétés. Ok? Là, ici, je devrais user, c'est bon. Après, le tableau, ça ne change pas, c'est toujours CPA. D'ailleurs, j'ai toujours le trou de mémoire en français. Les brackets en anglais. Bon, je veux pas perdre du temps juste pour ça. J'ai un petit trou de mémoire. Donc, ça c'est la même chose. L'objet, ça ne change pas. C'est toujours dans des accolades. Et puis, la propriété dans le double quote. Et puis, voilà. Ok? Et voilà. Et sachez toujours, c'est que quand vous déclarez comme ça, votre format JSON, il sera toujours dans le premier paire d'accolade jaune qui est là. Ok? Si vous ne mettez pas ça, vous aurez des erreurs. Vous voyez là? Là, en fait, vous avez des erreurs parce qu'il n'y a rien qui englobe. Voilà, en gros. Okay? Donc il faut toujours mettre le premier paire d'accolades et puis vous faites ce que vous voulez par rapport aux propriétés que vous voulez mettre dedans. Okay? Et sachez juste, si vous ne mettez pas un point virgule ici, vous avez l'erreur parce que comme ça continue, comme vous avez d'autres objets ici, et en fait c'est comme un tableau d'objets en JS. Vous devez le séparer par un virgule, ok? Mais par contre, à la fin, vous n'aurez pas besoin, parce que si vous le mettez, vous aurez des erreurs. Quand vous allez récupérer cette donnée, vous ne pourrez pas. Il va vous dire vous avez une syntaxe error ou un truc comme ça, ok? Parce que comme c'est le dernier, alors vous n'avez pas besoin de mettre la point virgule. La virgule, je veux dire. Voilà. Ici, c'est de même chose. Vous ne devez pas mettre comme ça, ok? Parce que ici, c'est la fin. Mais par contre, si vous avez d'autres propriétés comme ça, c'est pas un problème. Vous voyez ça? Voilà, ça marche. Vous voyez? Et à nouveau, si vous le remettez à la fin ici, non. Comme c'est à la fin, c'est pas besoin en gros, ok? Et si vous le mettez, vous aurez des erreurs tout simplement. Voilà. Maintenant vous savez voilà qu'est-ce que c'est en gros. Maintenant, on va apprendre à récupérer ce fichier via l'API fetch
Ok? On peut très bien importer avec import export là, vous voyez, avec le type module, mais comme on est en JavaScript Vanilla, il faut que je reconfigurer mon formateur en fait qui est là, le Prettier, pour qu'il puisse accepter quelques mots-clés qui permettent de faire cette façon-là, en gros, c'est-à-dire import from blablabla, ok? Mais là, je ne vais pas le faire comme ça parce que c'est assez long pour faire ça. Donc, je vais préférer d'autres manières qui est qui est recommandée, c'est-à-dire on va faire un fetch. On va prendre un API fetch et puis on le fetch en fait carrément ce fichier via le fetch. On peut faire ça, hein. On peut très bien faire ça parce que le fetch, API fetch, elles permettent aussi de récupérer les choses depuis ce genre de choses. Vous voyez, vous avez votre donnée comme ça déclarée dans votre projet. Quand vous avez besoin d'utiliser, vous faites un fetch, c'est-à-dire vous allez récupérer toutes ces données via le fetch. Et puis, quand une fois c'est bon, vous faites ce que vous voulez en gros. C'est la façon recommandée. Voilà. Donc, on va essayer de récupérer ça, ok? Ces données-là. Du coup, ce qu'on va faire, vous vous souvenez, dans JavaScript, on a les mots-clés, c'est pas un mot-clé, c'est une méthode. Fetch, vous pouvez très bien le mettre dans une async et avec, mais bon, ici c'est comme vraiment, on fait vraiment les choses minimales. Je vais pas me casser la tête d'utiliser le async et avec si vous souhaitez, ou si vous venez plus, vous pouvez aller voir dans la précédent chapitre, le précédent chapitre que j'ai fait avec ces mots-clés là en gros. Mais bon, ici comme c'est vraiment peu, j'ai pas besoin. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça. Il faut adapter votre façon de faire. S'il y a trop de choses à faire, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est une question de voilà, quand vous adaptez la situation en gros. Ok? Donc, on va récupérer ces données à partir de ce fichier qui est de type JSON. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait fetch. Et comme fetch, il a besoin d'un URL. Eh bien, vous voyez, dans la précédente chapitre, on n'est pas en fait obligé de mettre genre HTTPS, blablabla, les domaines API, non. On peut très bien en fait faire un fetch à partir de fichiers dans votre projet et JavaScript, ils permettent ça avec cette méthode fetch, ok. Donc ce qu'on fait, comme notre fichier il est dans la racine, eh bien, ce que je fais, c'est je fais /data.json. Voilà, c'est tout. Vous voyez? Donc, comme fetch, il a besoin d'une méthode. Oh, excusez-moi. D'abord, c'est le den. Bon, lequel on va le faire. On va faire le den d'abord. Den, c'est-à-dire, quand une fois c'est bon, on récupère ces données en gros. Donc, ce qu'on fait, c'est que on met res. En général, c'est respawn, mais je préfère juste écrire comme ça, en fait, res. Ok? Donc, on le récupère. On va juste faire le console d'abord. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le res? Voilà. Et si jamais il y a des erreurs, on peut mettre comme ça avec erreur. On fait juste un console erreur, tout simplement. Si jamais on a mal en fait renseigné
le chemin du fichier. Vous voyez, si jamais on met genre data sans A ou un truc comme ça, et ben, on aura des erreurs ou un truc comme ça. Du coup, il lance des erreurs dans le catch. Voilà. Et là, ben là, on voit bien. Apparemment, on n'a pas d'erreur parce qu'on a le status 200, vous voyez. Blablabla. Ok. Mais en fait, du coup, on ne voit pas notre donnée. C'est parce que ben, il faut qu'on fasse un autre truc encore. Il me semble, on a un autre truc qui est là, en gros. Data. Après, vous avez une autre méthode qui s'appelle res.json, il me semble, un truc comme ça. Ok. Mais par contre, bah là, encore une fois, on a besoin d'utiliser le mot-clé avec, parce que là, si je fais comme ça, bah, on voit toujours qu'il est toujours dans le promise, ok, dans la promesse. En gros, là, si je fais comme ça, vous allez le voir. Data. Vous voyez, il est comme ça, en fait, pending don't, il est en promise. Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, attendez, je vais juste faire ça, en fait. Il me semble qu'on peut faire ça, peut-être il y a juste... Bon, c'est vrai que... Oui, le .den, un truc comme ça, ça fait un petit peu casser la tête, mais bon, c'est pas grave. Après, on va refaire encore un autre den, c'est parce que, et pourquoi? C'est parce que, dans le deuxième den, c'est le data lui-même, voilà, en gros, ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, ici, je vais faire un console log data. Peut-être je me suis mal renseigné, c'est plutôt JSON. Voilà. Ok. Il suffit juste de retourner ça comme je ne veux pas mettre des accolades, comme j'ai juste une seule ligne, je vais mettre comme ça directement flash res.json. Et avec ce code là, vous pouvez le transformer en async et en ved, ok, en code for. Mais bon, ici c'est juste un exemple. Ici, comme on ne fait rien d'autre, je souhaite juste mettre comme ça en fait, pour qu'il soit un petit peu plus court. Même ça aussi. Comme là, on n'a pas besoin d'interagir avec notre UI qui est là. On ne fait juste les consoles logs. Je peux très bien faire comme ça, vous voyez, pour raccourcir un petit peu le code. Et donc, voilà. Maintenant, vous voyez, on a bien récupéré les données qui se trouvent dans notre fichier qui est là. Data.json. Voilà. Sauf que quand une fois on l'a récupéré, ce format-là, ça, il le transforme en fait directement en JS, c'est-à-dire votre objet JavaScript, tout simplement, vous voyez. Donc c'est bon. Ok. Voilà. Après, vous pouvez faire les nécessaires. Vous pouvez, si vous ne faites pas comme moi, c'est juste faire le log, vous pouvez très bien récupérer le DOM. De toute façon, maintenant, vous saurez le faire. Vous souhaitez afficher toutes les choses qui est là, et voilà. Vous faites une boucle, blablabla. Ok. Voilà. Donc, voilà. C'est bon, vous voyez. Maintenant, on sait récupérer les choses comme ça, vous voyez. C'est très simple. C'est comme le fetch normal. C'est juste ici, on fait juste à partir de notre propre donnée qui est dans notre projet. C'est pratique ici si jamais vous souhaitez construire un site web où vous avez votre donnée qui ne change pas beaucoup. C'est-à-dire peut-être de temps en temps il change, vous pouvez très bien aller dans ce fichier, puis rajouter des choses et changer, et puis vous récupérez dans votre code, et puis vous faites ce que vous voulez en gros. Ou les afficher, faire des choses. Ok? C'est pratique sur ce genre de choses là. Ok? Voilà. Quand vous hébergez
comme un hébergeur Vercel ou Netlify, tout ça, vous voyez. Votre site il ne change pas beaucoup, et ben vous pouvez très bien faire ça sans faire un back-end, un serveur qui est soit en Node.js, en PHP ou en Python, blablabla. Voilà. Donc maintenant on a vu ça. Maintenant je vous montre le local storage et la session storage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est juste, même si là on va voir ici, on aura toujours besoin de parler ce qui est en rapport avec le JSON. Vous allez voir parce que ici, on va utiliser une méthode de... c'est un constructeur, c'est un gros objet, voilà, JSON en JS, où on peut faire des choses. Je vous le montrer, mais d'abord le local storage et le session storage. Qu'est-ce que c'est? Bien, le local storage est... J'ai juste essayé de agrandir un petit peu parce que je souhaite vous montrer un truc dans le navigateur. Eh bien, si vous ouvrez inspecter et puis vous allez ici dans votre tab, vous voyez, vous avez la tab qui s'appelle application. Ok? Eh bien, vous voyez tout ça ici, c'est ce qui concerne avec le local storage et la session storage. Le local storage, comme son nom l'indique, c'est marqué ici. Vous voyez? Bon, ici, c'est juste par rapport à ce que le site qu'il est là, mais bon. Ici, c'est juste... mais sachez que le local storage, toutes vos données, elles sont dites en fait persistantes. C'est-à-dire, elle ne sera pas en fait supprimée, même si vous fermez votre navigateur. C'est-à-dire, elles sont persistantes, les données qui sont gérées par le local storage. C'est un API, ok? Donc, c'est un API local storage. Les données, elles ne sont pas supprimées, même si vous fermez votre navigateur. Et en gros, c'est quoi en fait le local storage? Eh bien, encore une fois, comme son nom l'indique, storage, c'est en anglais, en français, c'est vous stockez les choses. Ok, c'est pour stocker les données, sauf qu'ils sont un petit peu limités, il me semble. C'est 5 MO maximum ou 10, je sais plus, je me souviens plus. Dans tous les cas, renseignez-vous sur le net. Dans tous les cas, c'est vraiment idéal pour stocker des choses, vous voyez. Les infos d'utilisateur. Non, enfin, les infos d'utilisateur. Le cas d'utiliser, c'est que local storage, c'est pour stocker les données, mais en préférant tout ce qui est les préférences d'utilisateurs. Ok? En fait, voilà, par exemple, les thèmes, si les thèmes, l'utilisateur il choisit le thème somme ou thème lie, ou vous voyez, thème dark, thème somme, ouais, thème lie, c'est thème, c'est en dark mode ou en light mode, vous voyez, voilà. Ça, c'est une préférence d'utilisateur. Donc, elle est faite vraiment de... Ça sert pour ça, parce qu'en général, on préfère le local storage quand il s'agit des données persistantes, c'est-à-dire, même si vous fermez votre navigateur qui est là, votre donnée qui est stockée dans le local storage qui se trouve là, elle ne sera pas en fait supprimée. Elle est toujours là. Et donc, c'est très bien pour gérer les préférences d'utilisateurs ou un truc comme ça, vous voyez. Même si, en fait, quand l'utilisateur il revient sur votre site, il a toujours ce paramètre dedans, voilà. Du coup, elle est persistante. Ok? Donc, voilà. C'est très bien comme ça, en gros. Donc,
maintenant, et une dernière chose, en fait, les données que vous en fait, stockez dans le local storage, c'est que vous devez toujours, vous ne pourrez que stocker de, de type string, c'est-à-dire soit en string, soit en format JSON. Eh bien, comme le JSON, elle est de type string, vous voyez, ce ne sont que des chaînes de caractères, donc on peut très bien faire ça. On peut stocker tout ça, hein. D'ailleurs, on va travailler avec ça, voilà, carrément, se donner carrément, juste pour vous le montrer. Voilà. En gros, comme ça, on n'a pas besoin de faire un autre exemple. Ok? Voilà. Et donc, vous le stockez en string, soit en tableau en string, soit un tableau de données en string. Voilà. Vous devez le transformer en format JSON si vous souhaitez stocker de cette façon-là. Cette façon-là, c'est-à-dire, voilà, user, shopping list, blablabla. Vous devez le stringify, on peut dire ça, parce qu'il y a une méthode qui s'appelle stringify de gros objets JSON. C'est pour transformer en format JSON, tout simplement. Ok? Et puis, vous le stockez dans le local storage. Ok? Voilà. Donc, bon, session storage, on va en parler. Ok? Mais bon, pour le moment, on va voir le local storage d'abord. Bon, alors, du coup, local storage. D'abord, la syntaxe, en gros. Enfin, c'est très simple parce que comme c'est un objet qui est global, il existe dans votre contexte d'exécution qui est global. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste vous appelez juste cet objet local storage. Ok? Vous pouvez très bien faire ça, vous voyez. La dernière fois, je vous avais montré, vous pouvez très bien mettre comme ça, mettre window.local storage. Sauf que vous n'avez pas besoin de mettre window, vu que window lui-même, en fait, c'est comme il est global, donc vous n'avez pas besoin. Vous écrivez juste cet objet, carrément, local storage. Donc, je vous montre déjà, en fait, la façon où on stockait juste un string avec la key et la valeur. Ok? C'est la clé et la valeur. C'est comme ça. La première approche, si vous souhaitez juste stocker comme ça, supposons. Donc, cet objet, comme elle a des méthodes qui nous permettent de faire ça. Donc, ce qu'on fait, c'est juste, on fait ça. Point quoi? Eh bien, vous voyez toutes ces méthodes. En général, on utilise toutes ces méthodes-là pour faire la suppression, pour ajouter, pour récupérer, pour clear. Vous voyez? Pour le key, c'est récupérer la clé, il me semble. C'est très rare, j'utilise le key. Mais bon, sachez juste, voilà, vous avez tout ça. Vous avez les len. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est cet item. C'est cette méthode-là qu'on doit utiliser pour persister notre donnée dans ce local storage, dans le navigateur. Alors, ce qu'on fait, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, cette méthode, elle a besoin de key comme paramètre. Le premier paramètre, c'est le key. Donc, le key, ça sert à quoi? Eh bien, on souhaite juste mettre thème. Allez. Là, je vous montre juste un exemple où est-ce que le thème il sera dark ou light, ok? En anglais. Donc, la valeur, bon, je mets dark, ok?
Maintenant, si je fais un sauvegarde, vous allez voir, il va afficher ici. Il va stocker dans ce truc-là. J'ai pas besoin d'utiliser d'autres méthodes encore de l'objet JSON parce que comme on stocke juste pour le moment les strings, du coup c'est bon, comme ce ne sont que des chaînes de caractères, vous voyez. Donc j'ai pas besoin pour le moment. Maintenant si je sauvegarde, voilà, vous voyez là, vous voyez là ici, vous voyez là, c'est-à-dire c'est la valeur. Comme son nom l'indique qui, voilà. Ok. Donc là c'est bon, on vient de récupérer, enfin je veux dire, on vient de faire un set, on vient d'enregistrer un thème dans le local storage. Maintenant on veut le récupérer. Eh bien il y a une méthode, c'est très simple, toujours pareil, vous pouvez faire ça, vous pouvez le stocker dans une variable ou soit vous le console-loquer en fait carrément. Bon ici on va stocker thème. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que local storage .get item. Voilà. Vous voyez, vous avez un set et vous avez un get. Voilà, tout simplement. Donc, le get item, ce qu'il veut, c'est que il veut un key. Le key, c'est quoi? Eh bien, le key, c'est thème. Vous voyez, c'est ça. Donc, ce qu'on fait, on le copier. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Vous voyez ici, on n'a pas besoin de faire le JSON pass parce que comme c'est un string, on n'a pas besoin pour le moment en tout cas. Maintenant, si je console log, vous voyez, je console log thème. Bon, ici on va au console log. Et vous voyez, on voit bien dar. Ok. Donc là, ça montre bien, on vient récupérer des données qui est persistant dans le local storage via cette méthode getItem. Et si on veut reset un nouveau truc, on peut refaire la même chose. WaitSetItem. Il suffit juste de mettre le key et la valeur. Et puis quand on récupère par le key. Ok? Voilà. Après, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, qu'est-ce que c'est le key, la méthode key, vous voyez, il y a une méthode key. Voilà. On va le voir. Il me semble qu'il faut key on storage one argument required. Voilà, c'est ça. Il faut donner un argument. Method storage interface when pass a number in a return the name of. Voilà. En fait, l'argument, c'est de type norm. Enfin, il retourne un string ou il retourne un null. Et bien, type norm, et bien, si je fais comme ça. Oui, c'est ça, exact. Le key, c'est juste, vous voulez savoir quel key. Ok, quel key. Comme ici, on a juste un seul key, l'index, ça sera 0. Ok, si vous mettez l'index 1, vous avez nul. Ok, parce que il n'y a pas un index 1. Ok, supposons vous setez un autre. Ici, supposons ici, je sais pas, peu n'importe, user, la valeur c'est James. Ok, maintenant j'en ai deux. Ok, maintenant comme l'index 1, maintenant comme j'ai 2, du coup là ici c'est le key, il a l'index. Le premier c'est 0, ça c'est 1. Donc, comme j'ai mis 1, il n'y a pas de souci parce que maintenant j'en ai 2 de données qui sont dans le local storage. En fait, par rapport à leurs index. Comme le user il est à l'index 1, donc c'est bon. Il me dit, ok, j'ai un index qui est user. Si je mets 0, j'ai un index qui est thème. Là, en fait, le key, c'est juste pour savoir l'index si vous souhaitez vérifier des conditions en fait, par rapport à votre logique. En gros, voilà. Et puis, c'est tout. Bon, ici, juste. Bon, pour le moment, on a fait un set de user, ok? Donc, supposons on veut supprimer ça, ok? On peut très bien faire ça.
là, vous allez voir si je fais local storage, point remove item. Remove item, c'est toujours la même chose. Il a besoin de key. Moi, je vais supprimer le user qui est là. Et donc, c'est très simple. Vous le faites comme ça. Vous allez voir si je sauvegarde, le user, il va disparaître. Voilà. Vous voyez, il a disparu. Alors, la différence entre le remove item et le clear, qu'est-ce que c'est? On va essayer. Le clear, apparemment, il a besoin de rien du tout comme paramètre. Là, comme il a dit, le clear méthode, il clear tous les choses. Même supposons que vous faites un autre truc ici, on va le refaire. User. Et ici, on met James. Maintenant, bon, ici, parce que j'ai mis clear après le code, comme JS, il est séquentiel, vous voyez, il va le set, puis il va clear tel. Maintenant, si je commente ça, juste pour vous montrer, vous voyez, maintenant, on a notre donnée persistante dans le local storage qui est là. Pour le moment, voilà, il le fait comme voilà, en gros, comme on le fait, on set, on récupère juste le thème ici. Maintenant, je vais le clear. Ok? Et le clear, c'est très simple, il supprime tout. Là, si je sauvegarde, voilà, vous voyez, on le set, puis on le supprime. Voilà, maintenant il supprime. C'est très bien quand vous souhaitez supprimer toutes les choses. Supposons que vous construisez une application que vous devez s'identifier, et puis quand une fois c'est bon, vous déconnectez, puis vous supprimez toutes les choses. Vous ne gardez pas la trace. Voilà, c'est une question aussi de sécurité, mais sachez que le local storage, même la session storage, ils ne sont pas sécurisés. Hein, ok? Toutes les données sensibles, je ne vous avais pas dit, c'est que si vous avez des données sensibles, je sais pas, comme les mots de passe, les choses comme ça, les identifiants, il ne faut pas le stocker dans le local storage ou la session storage. Ok? Il faut le stocker du côté serveur, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ok? Mais bon, en général, c'est comme ça. C'est ce qu'on stocke dans le local storage, c'est juste des préférences d'utilisateurs, vous voyez, comme ici. Bon, ici, je vais supprimer. Bon, je vais les commenter pour qu'ils ne le suppriment pas après. Vous voyez, des préférences d'utilisateurs, juste le nom, c'est pas très grave, c'est pas sensible. Vous voyez, mais à partir si vous avez un mot de passe et tout, et vous le mettez comme ça, c'est pas sécurisé du tout. Ok, voilà, sachez juste ça. On ne stocke que les trucs qui n'est pas sensible. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, ça c'est le local storage. Ok. Maintenant, on va voir. Bon, ici je le commente. C'est bon. Bon, ici pour le moment, peut-être je vais le commenter. Je veux pas que. Voilà. Maintenant, on va voir la session storage. C'est quoi la différence entre les deux? Vous allez le voir, ils ont la même méthode, il me semble. Ouais, c'est vraiment la même chose. Sauf il y a une petite différence. Alors, la différence, qu'est-ce que c'est? Maintenant, comme vous savez, qu'ils ont en commun, c'est que tous les deux, ils stockent les données en string, en gros, en chaîne de caractères. Ok? D'ailleurs, avant de passer au session storage, je vous avais pas dit, parce que là, ici, ce qu'on fait, c'est juste... Supposons, là, je vais vite faire, en fait, le clear tout. Oui, je vais supprimer ça. Je vous avais pas dit qu'on peut aussi, en fait, stocker notre donnée qui est là. Ok? En format objet, avec des tableaux et tout. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais
recommander ça. Je vais le faire dans le fetch. Bon, comme ici, j'ai besoin d'exécuter des choses, je vais les mettre dans des accolades. Ok, voilà. Alors, pour le stocker, eh bien, c'est très simple, c'est toujours le même principe. Je prends ça. Je vais en fait carrément voilà, écrire. Vous faites comme ça, local storage pour cet item. Ok. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Eh bien, on met juste data. Ok. Comme clé, en gros. Après, ici, à partir de là, si vous voulez stocker comme ça, vous voyez, en tant que tel, vous voyez un tableau qui contient des objets, mais en JSON, comme ça. Ok? Dans le local storage lui-même, dans le navigateur. Eh bien, c'est très bien en JavaScript. Il y a un gros objet comme ça, vous voyez. Ça, c'est un objet JSON. En gros, si vous pointez, blablabla, vous voyez, c'est juste qu'est-ce qu'il a? Instruct 6 object that provide function to convert JavaScript value to and from the JavaScript object notation. Voilà. C'est un objet qui nous permet de convertir le data qui a déjà été transformé en objet JavaScript, en fait, via cette méthode ici. Maintenant, on le reconvertir en JSON pour le stocker dans le local storage. En fait, parce que le local storage, il ne peut pas en fait stocker un objet JavaScript dedans. Ce qu'il peut stocker, c'est le type string. Ok. Ici, comme c'est des strings, on n'a pas besoin d'utiliser ça, vous voyez. Mais en fait, ici, on a besoin de l'utiliser parce que le data, il est en JavaScript. Et donc, pour le stocker en type JSON en string de la même format que celle-là, ben, il faut cet objet en gros. Donc on fait JSON.stringify. On stringify quoi? Eh bien on stringify le data qui est en JavaScript. On le stringify en type JSON comme celle-là. Ok? Sauf que cette fois-ci, au lieu de stocker dans le fichier comme nous, on préfère stocker ici. C'est un autre moyen. C'est pour ça, il est fait pour stocker vos données, pas vraiment des données beaucoup. Hein. Là, dans ce cas-là, vous allez préférer une base de données carrément, mais ici, je parle en termes de données légères. Vous voyez, en fait, par exemple, des paniers d'utilisateurs, vous pouvez le stocker, vous voyez, c'est pas vraiment énorme. Voilà. Et il a aussi des limites, vous pouvez le stocker maximum 10 MO ou un truc comme ça, ou 5, je ne me souviens plus. En tout cas, dans tous les cas, vous ne dépassez pas parce que comme ils sont légers en string, donc vous pouvez stocker pas mal de données dedans. Voilà. Donc, maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, cette méthode, il va transformer cette donnée qui est convertie en JavaScript via cette méthode-là. Il va le reconvertir en JSON pour le stocker ici. Sinon, il ne peut pas. Il faut qu'on le fasse ça. Ok? Maintenant, si je sauvegarde, voilà. Est-ce que vous voyez ou non? Maintenant, vous avez la clé data. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il contient ça, en gros. Il contient exactement... Bon, ici, on voit ça comme un objet JavaScript. C'est normal parce que ici, sur ce tab en bas, il me semble qu'il le convertit en JavaScript directement. Mais ici, vous voyez, ici, ce données ici, là, ici, vous voyez là, voilà. Et ces données-là, c'est exactement la même chose
que cette donnée-là qui est dans notre fichier d'origine. C'est la même chose. Vous voyez le 1. Le 1, il n'a pas mis dans le double quote. Et ben, c'est la même chose. Comme il peut lier le nom et le type boolean, ben, c'est bon. Il a fait la même chose comme ça. Donc, maintenant, vous savez faire. Vous savez qu'on peut stocker des strings comme ça, vous voyez. La valeur est de type string. On a toujours la clé. On peut dire, en fait, c'est la propriété en gros. Donc, ici, on préfère stocker la clé qui est de type data, mais on voulait stocker pas mal de choses. Au lieu de string tout court, on stocke un objet qui contient une autre propriété qui est de type tableau et qui contient à son tour des objets. Voilà. Et donc, voilà, vous voyez, c'est la même chose. Donc, maintenant, on le stocke. Maintenant, on peut très bien le récupérer. Et bien, c'est la même chose. Je vais le récupérer vu qu'on a déjà stocké. Donc, ici, je le récupère ce data-là avec la clé data. OK? Mais par contre, vous devez le reconvertir en objet JavaScript. Et bien, c'est via toujours cet objet JSON en toute majuscule. Donc, on fait JSON.pass. J'ai une méthode qui permet de parser le JSON qu'on a fait là, vous voyez, qu'on a stocké via le stringify. Et puis, pour récupérer et le reconvertir en JavaScript, et ben, on utilise cette méthode JSON.pass. Maintenant, si je console log notre data, je vais dans le console log. Alors ici, j'ai le data qui est là. And the file is not a valid JSON. Attendez, parce qu'il me semble j'ai mal fait en fait. Qui? Attendez, parce que je crois que j'ai mal fait en fait. En fait, dans le get item, en fait, il n'y a pas de paramètres, il y a juste une seule paramètre et cette seule paramètre, c'est voilà, c'est juste la clé, c'est le data, ok. C'est pour ça j'ai mal fait. Donc là, si je sauvegarde, vous allez voir, pour le moment, il est toujours de type JSON qui est comme le node qui est là, vous voyez. Maintenant, il faut le reconvertir pour l'utiliser parce que vous pouvez pas utiliser comme ça parce que en fait, ce ne sont que des strings. Là, si je fais un tie off data, là, vous voyez, elle est de type string. Du coup, on ne peut rien faire. À part vous voulez afficher un string comme ça dans votre interface, oui. Du coup, il sera comme ça, vous voyez, et donc c'est pas bon. Il faut le reformater. Et pour le reformater, ben, vous devez le convertir. Là, en fait, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire soit vous pouvez faire comme ça, et puis vous pouvez faire. Au lieu de déclarer une autre variable, puis blablabla, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez englober, vous faites comme ça en fait, JSON.pass, vous englobez ça, parce que de toute façon, vous le récupérez, donc vous englobez dedans. C'est-à-dire, je veux en fait parser ça. Je parse ce que j'ai récupéré via cette méthode getItem. Donc, je le parse avec cette méthode JSON.parse. Il permet de parser le JSON en objet JavaScript, en données JavaScript. Et ben, maintenant, si je sauvegarde, voilà. Maintenant, vous voyez, c'est un objet JavaScript. Et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez, en gros. Voilà.
Vous avez une liste, vous avez des choses que vous pouvez boucler, puis vous récupérer. Là. Ok? Voilà. Donc, c'est bon, maintenant comme vous avez vu tout ça. Je ne veux pas le clear, parce que si je le clear, je le supprime tout. Maintenant, on voit le Session Storage. Qu'est-ce que c'est? Session Storage, on va à nouveau dans le tab Application. Bah bien, Session Storage, c'est ici. Ça, c'est la Session Storage. Ok? Il est juste en dessous de Local Storage. Alors, comme je vous ai dit, ils ont plein de choses en commun. C'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est la façon où on l'utilise. Bien, le Local Storage, ça garde vos données en persistante. Même si, une fois vous fermez votre navigateur, vos données, il sera toujours là. Ok? Donc, c'est ça en fait. Local Storage, c'est... Je peux mettre comme ça, persistante. Ok? C'est-à-dire données persistantes, non sensibles. Il faut bien en fait préciser. Ok? Parce que sinon vous allez stocker votre mot de passe et tout, et ben si jamais on peut en fait hacker votre site web, et ben voilà, vous aurez des problèmes. Ok? Donc, données persistantes non sensibles. Ok? Si les données sensibles, là, vous allez vraiment préférer de travailler avec le serveur. Ça, vous êtes obligé en non sensible. Voilà. Données persistantes. Eux, je pense, non sensibles. Voilà. Session Storage, eh bien, c'est la même chose. Juste une différente. Je mets déjà ça, non sensible. Mais par contre, les données, elles sont en fait temporaires. Ok? Données temporaires. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que en fait, dans la Session Storage, les données sont temporaires. Et pourquoi temporaire? C'est parce que quand vous fermez votre navigateur, votre donnée elle sera complètement supprimée. Ok? Et puis il me semble qu'ils ne partagent pas le même onglet en gros. Ok? Supposons que vous surfez dans le même site, mais vous ouvrez un autre onglet dans le même site. Supposons que c'est le même site, c'est ça. Et bien le local storage, lui, il partage. Même si vous ouvrez un nouveau onglet, votre donnée, il sera toujours là. Il sera véhiculé dans ce nouvel onglet. Ok? Mais par contre, il me semble, j'ai pas testé, mais dans tout le cas, il me semble. Session Storage, non, il ne partage pas entre les onglets. Ok? Si, supposons, vous travaillez avec la Session Storage, supposons que vous avez des données dans cet onglet-là, vous ouvrez un autre, eh bien, les données de ce onglet-là, il ne va pas véhiculer dans ce nouvel onglet qui est là. Voilà, tout simplement. Il ne partage pas. Et donc, aussi, les données sont temporaires. Quand une fois vous fermez le navigateur, le Session Storage, les données que vous stockez, il sera perdu, c'est-à-dire il sera supprimé en gros. Donc alors qu'est-ce qui est idéal? Dans quel cas utiliser? Le cas, c'est très simple, on sait déjà le cas utiliser le local storage. Quand on veut que les données ils persistent, ils seront toujours là. Idéal pour la préférence d'utilisateur, ok? Les thèmes, les données non sensibles, des trucs comme ça, voilà. Et voilà, là on préfère le local storage parce qu'on garde toujours les données, même quand on ferme le navigateur.
quand on utilisait la session storage, on utilisait quand on a des données des données temporaires. En fait, supposons vous avez des formulaires. Vous voyez quand vous remplissez des formulaires en ligne, vous avez des étapes. Supposons ce formulaire, il y a 5 étapes. Étape 1, il faut remplir le nom, prénom, blablabla, l'âge. Étape 2, l'adresse. Vous mettez votre adresse. Étape 3, blablabla, vous voyez. Eh bien, toutes ces données-là sont temporaires. Donc, tant que vous ne fermez pas votre navigateur, vous pouvez toujours en fait utiliser ces données. C'est-à-dire, si jamais vous faites une actualisation de votre page, les données, il reste toujours dans le formulaire. Et bien là, c'est le cas idéal d'utiliser la session storage. Ok? Parce que c'est comme ça. Parce que vous ne voulez pas stocker votre données quand une fois que vous fermez votre navigateur dans le local storage. Parce que après, il y a des problèmes de confidentiels, vous voyez. Et donc, la session storage, comme elle est faite pour ça, donc c'est vraiment le cas idéal. Tout ce qui est forme, tout ce qui est données temporaires, ok. Là, vous pouvez l'utiliser la session storage, ok. Voilà, ça c'est en général c'est les règles à respecter, mais bon, après chacun peut faire ce qu'il semble. C'est ce qu'il faut sachez, c'est juste il faut pas tous les deux, local storage, quel que soit, ou session storage, il ne faut pas stocker les données sensibles, ok. Ça c'est absolument non. Voilà. Donc maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait pour stocker dans la session storage? Eh bien, c'est très simple. Vous avez un objet qui s'appelle session storage. Vous voyez, au lieu de local storage, vous avez juste un objet qui s'appelle session storage. Eh bien, maintenant, vous avez deviné, c'est la même. Vous utilisez de la même méthode qui est à peu près la même. C'est-à-dire, vous allez faire un set item. Vous voyez, en fait, c'est juste les objets qui sont différents. À part ça, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes. Donc, cet item, c'est la même chose. Il a besoin d'un key. Ok, maintenant, je peux faire la même chose. Allez, supposons le key, c'est quoi, le prénom. Ok, supposons vous remplissez un formulaire qui a besoin de votre email. Allez, on peut le mettre comme ça, en fait, email. Ok, voilà. Du coup, vous allez mettre la valeur ici, par exemple. Je sais pas, je vais mettre example. Ok, example.com. Voilà. Ok. Ça c'est la. Voilà. Allez, on peut mettre gem. On peut mettre gem, voilà. Ok, gem example.com. Voilà. Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir, il y a un voilà qui va stocker ici. Voilà. Ok. Donc là, du coup, vous allez dire, en fait, c'est la même chose, quoi. Sauf que l'autre, il est persistant, local storage. C'est vrai. Session storage, c'est la même chose. C'est juste, l'autre, il est persistant. Il partage entre les onglets. Ok. Session storage, non. Elle n'est pas persistante. Elle est temporaire. Les données, quand on ferme le navigateur, les données, ils partent aussi. Et ils ne partagent pas entre les onglets.
Je ne sais pas si c'est vrai, parce que l'autre fois, j'ai dû voir que il, il me semble qu'ils partagent aussi. En fait, là, si j'ouvre un autre, et puis je vais dans le même site, peut-être c'est le même site, donc c'est pour ça je vois le même données. On va voir. Oui, donc peut-être je vois que comme c'est le même URL, vous voyez, c'est le même URL. Donc forcément, même si j'ouvre un autre onglet, bah, j'ai toujours les mêmes données. Mais supposons si vous êtes dans le même site, mais de différentes routes ou un truc comme ça, j'ai pas testé, mais là, en fait, c'est au contraire. En fait, là, ils partagent aussi. Mais bon, enfin bref, ça, c'est pas très grave. C'est, ce n'est que les trucs en détail, ok? Mais avant d'implémenter, renseignez-vous bien sur ces petites choses-là, ok? Peut-être c'est parce que c'est les mêmes URL, et vous voyez, c'est les mêmes URL les deux, donc c'est pour ça que je vois aussi les données, malgré que je disais, ils ne partagent pas entre les onglets, mais bon, enfin bref, c'est pas important ici. Voilà. Donc, sachez, voilà, vous voyez, vous avez les mêmes méthodes. Là, vous avez, là, supposons, vous faites, vous voulez récupérer ce email, vous pouvez très bien faire ça. Et puis, vous le remplissez directement dans votre interface, dans votre formulaire qui est de type email, vous voyez, vous injectez en fait carrément cette valeur, et si jamais l'utilisateur il fait actualisation de la page, bah, cette valeur elle est toujours dans ce champ, et comme c'est des données temporaires, c'est vraiment idéal, et quand l'utilisateur il ferme le navigateur, bah, c'est bon, tout part. Vous voyez, c'est ça en fait l'utilisation de la session storage. Donc on va refaire un nouveau, on va faire un get session storage point get item. Item c'est quoi? Eh bien c'est email. Je veux récupérer le email. Alors, maintenant si je l'ouvre ce email, et ben vous allez voir, on voit bien cet email. Voilà. Ok? Et donc, comme je vous ai dit, il peut stocker objet là. Supposons, bon, ici c'est juste un exemple. Vous souhaitez stocker les données de type, ici, de type, comme on a déjà récupéré ces données, vous pourrez très bien, en fait, l'utiliser dans la session storage. Hein. C'est pas un problème. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire un set. Je vais le copier, vu que c'est la même chose. Là, ici, c'est la même chose, en fait. Parce que, encore une fois, à nouveau, ici, au lieu de local storage, plutôt c'est session storage. Ok? C'est juste un exemple. Là, ici, je reprends cette data qui est convertie en JavaScript, et puis je le reconvertis en string, mais cette fois, je le stocké dans la session storage au lieu du local storage. Voilà. Ça, je voulais juste vous montrer que ça marche de la même chose. Là, si je sauvegarde, voilà, vous voyez maintenant votre session storage, elle a aussi ces données. Et puis c'est la même chose quand vous récupérez, vous faites la même chose ici. Sauf juste ici vous changez, au lieu de local storage, c'est session storage. Indépendamment de ce que vous voulez récupérer, si c'est un local storage ou un session storage. Voilà. Après, si vous voulez tout supprimer, vous avez la méthode, vous voyez là. Vous avez la méthode, si vous faites un local, non, session storage plutôt. Si vous faites un session storage, point remove item, bah là, vous remove item juste en fait par rapport à la clé. Là, si je fais un email, vous allez voir, le email il va disparaître.
il va disparaître. Il va disparaître. Voilà. Ok? Mais par contre, si je vais clair, je vais faire un clair, eh bien, il va tout supprimer, même ça. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va se persister. Là, je veux clair cette session storage, tout. Voilà, vous voyez, toutes les données, ils sont disparues. C'est parce que j'ai clair le truc. Voilà. Bon, si je... Voilà. Donc, ça c'est bon, je vais le commenter. Voilà, maintenant il est à nouveau faire ça parce qu'on a fait un set ici, vous voyez. On a fait un set aussi, pareil ici. Voilà. Donc, là, vous avez vu la différence entre les deux. Franchement, ils se ressemblent vraiment, en fait, 90%. Ils se ressemblent, il y a une petite différence, comme je vous ai expliqué ici. Ok? Voilà. Et donc, on a vu ça, et ben, je crois que c'est tout. Hein. Je vais pouvoir bientôt vous montrer le projet que je construis juste l'interface. Maintenant, on va juste faire un petit exemple ici. Ok? On va faire un petit exemple sur le local storage, comme on joue les préférences d'utilisateur. Ok? On va juste faire un petit exemple. Donc, on voit bien que le thème, il est de thème d'art. Ok? Voilà, c'est le thème d'art. Maintenant, on va juste faire un exemple. Exemple ça en fait. Bon, on a déjà sauvegardé. Ok? Mais ce que je souhaite vous montrer, c'est que on va vérifier. Bon, ici, je souhaite juste faire tout ici. Hein, ou peut-être, exemple, on peut le faire même dans le fetch. Hein. Dans le fetch carrément. Oh non, le fetch c'est autre chose. Donc, c'est plutôt le dark qui nous intéresse, c'est le thème dark. Donc, ce qu'on fait, c'est que c'est très simple en fait. C'est même juste. En fait, c'est une condition, c'est tout. Là, si je fais juste. Si le thème, en gros, je peux très bien faire un ternaire. Je peux très bien faire ça. Si thème, elle est égale à dark, parce qu'elle peut être nulle. Hein. Ok? Vous voyez, si vous pointez, vous pouvez très bien faire ça en fait. Vous pouvez très bien vérifier si thème et que thème elle est égale à dark. Ok? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ici, au lieu de faire une classe dans le CSS, je préfère en fait carrément faire ça. Juste un exemple, mais je ne vous recommande pas de faire comme moi. Ok? Mais c'est juste ici, comme on apprend. Voilà. Donc, on peut faire comme ça, en gros. Alors, on peut faire... document, ok, document.body, parce que vous voyez ça c'est le body en point style, ok, parce que vous voyez notre document, c'est ça en fait, c'est le body là, parce que je suis en train d'appliquer la règle. Donc point style, point background color, ok, est égal à, eh bien c'est très simple, je veux le set en mode somme. Pardon. Voilà. Sinon, si jamais il sera de type blanc, voilà. Maintenant, si je sauvegarde, vous allez voir. Voilà. Maintenant, vous avez votre background color de votre document. Ok? Il est de type somme. Vous pouvez très bien mettre en noir, c'est pas un problème. Mais si vous pouvez mettre en noir.
Là, c'est juste une question. Bon, ici, vous allez plus voir les détails. Après, il faut faire un autre style que le color, blablabla. Ok? Mais bon, ici, c'est juste un exemple. Voilà. Ok? Maintenant, il est dark. Ok? Il est noir. Si il est égal à dark, ben, je vais faire un thème sombre. Sinon, si jamais elle n'est pas égale à dark, supposons encore cette ligne, je vais le resetter, ce thème. Bon, ici, je fais comme ça direct, mais en général, quand vous faites comme ça, on le fait avec un bouton quelque part. Ok? C'est juste pour dire, je veux passer en thème sombre ou en thème light, tout simplement. Donc ici, je veux faire light. Cette ligne, je le set à dark, mais puis une autre ligne après, je le reset à la light. Donc, dans le background, il va forcément en blanc. Vous allez le voir. Voilà. Oui que je l'ai reseté en mode light. Là, vous allez voir dans le local storage. Vous voyez, maintenant, il est light. Maintenant, si je supprime ça, maintenant, il est nouveau à dark. Maintenant, vous savez à peu près un truc comme ça. Vous voyez? Voilà, voilà. Bon, ça, c'est un exemple, c'est bon. Donc, vous voyez, dans ce chapitre, c'est pas vraiment difficile. Bon, ici, je vais le setter en live. Voilà. Du coup, c'est bon. Ouais. Donc, maintenant, vous voyez, maintenant, vous avez deux nouveaux stockages dans votre navigateur. C'est le local storage et la session storage. Les deux sont à peu près la même chose, une petite différente. Local storage, données persistantes, non sensibles, limitées à 10 MO max, on peut dire ça. Session storage, c'est la même chose, données, sauf les données, elles sont temporaires. Dès que vous fermez le navigateur, ben, vos données sont perdues. Et aussi, la même chose, données non sensibles et limitées à peu près 10 MO, la même chose. Et vous devez toujours stocker en type string. Ok? Donc, vous allez travailler avec le JSON, ouais, tout simplement. Stringify pour stringifier en type ici, en fait, JSON comme nous. Et pour repasser en objet JavaScript, vous utilisez la méthode JSON.parse qui est là. Voilà. Je crois que c'est tout sur ce chapitre, c'est la fin. C'est vraiment simple, très très simple. Bon, parce que je préfère garder les trucs simples à la fin, c'est bien aussi. Voilà. Et donc maintenant, je vous montre le projet que je vous avais construit. Si vous souhaitez continuer de les implémenter par vous-même, les fonctionnalités, ok? Vous les retrouvez sur le repo Git que je vais le pusher après ce chapitre. Du coup, vous pouvez le récupérer et puis implémenter par votre savoir, d'aller plus loin, ok? Voilà. Chercher, implémenter, voilà. Tout ce que vous avez avec les bases maintenant, vous pouvez très bien faire ce genre de projet. Ok, maintenant, je vais vous montrer le projet que je vous avais préparé ici. Je vous avais préparé deux interfaces du mini projet. Un projet qui s'appelle en fait Calculator. C'est juste la calculatrice SAM, l'addition, les 4 opérations de base. Ok, ça permet aussi de faire ça. Donc, je vous le montre. Interface, hein. J'ai pas implémenté en JS. Interface, je vous avais déjà fait ça. J'ai fait le style et tout. J'ai mis en CSS, vous voyez, très simple. Donc, je vous le montre. Maintenant, je vais ouvrir avec un autre. Oui, que j'ai déjà. Je vais le fermer. Je vais vous montrer.
Bon, il move dans Chrome. Je vais le copier. Puis je l'ouvre ici. Voilà. Vous voyez? C'est un UI, c'est User Interface, l'interface, que de l'interface, que de style. Tout ce qui est l'implémentation, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, quand on clique, il n'y a rien qui marche. C'est à vous maintenant d'implémenter ça. Je vous laisse faire parce que j'ai déjà mis toutes les choses nécessaires. Les ID pour récupérer les choses depuis le DOM via votre JS qui est là. Vous voyez votre fichier index.js dans ce mini projet. Il est vite. Donc, je vais mettre juste un commentaire, c'est juste to implement. Voilà, c'est tout. C'est à votre tour maintenant. Voilà, vous allez implémenter ça. Vous faites en sorte que dès qu'on clique sur des chiffres pour faire la multiplication, la division, l'addition, la soustraction, ok. Le pourcentage, c'est juste si jamais vous voulez faire des choses genre, il me semble c'est l'addition, le pourcentage. Là, vous pouvez aussi le faire. J'ai inclus dedans encore. Puis le dot, c'est juste si jamais vous avez des nombres décimales, vous pouvez très bien 95.50 plus diviser ou multiplier, je sais pas, peu n'importe. Ok. Après le C, c'est juste pour clear les choses. C'est-à-dire vous faites un reset et quand on clique sur égal, vous pouvez afficher le résultat de toutes ces opérations. Ok. Maintenant vous avez l'idée en tête, qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant il faut implémenter ça. Je ne vous dis pas beaucoup plus. Et pourquoi je décide de faire de cette façon-là? Parce que le tuto, c'est très bien. On suit les bases, vous voyez. On apprend les bases. Maintenant, c'est à nous d'implémenter. C'est comme ça on progresse. Donc, je vous vraiment conseille fortement de faire ça si vous êtes déterminé. Voilà. Donc, vous avez ce projet-là. OK? À implémenter. Après, vous avez d'autres projets qui est le Chlore, Dynamic Chlore. Eh bien, je vais ouvrir le Dynamic Chlore. Je vais essayer de faire un petit peu. Comme j'ai déjà ouvert le live server, donc il suffit juste que je change le projet en Dynamic Chlore. C'est le dossier en fait. Alors Dynamic Chlore. Voilà. Là, si je fais comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez une belle horloge qui est dynamique. Sauf que l'horloge, elle ne marche pas. Bon, d'ailleurs, j'ai pris du temps juste pour styler un petit peu, genre faire une petite marque Seiko. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est une vieille marque, mais c'est une bonne marque. Je vois, c'est les Japonais qui le font. Donc voilà, vous voyez, vous avez une belle horloge dynamique. Maintenant, c'est à vous d'implémenter ça. Bon, il me semble que j'ai déjà mis quelques codes dans le fichier index. Eh bien, c'est très simple, je vous explique. En fait, ce que fait ce code, c'est vraiment simple. Il récupère le nom. Enfin, c'est pas il récupère le nom, il récupère le DOM qui contient cette ID-là. Et puis, moi, ce que je fais, c'est juste, je vous aide un petit peu parce que j'ai implémenté juste ça. Après, le reste, c'est à vous de vous faire tourner ça. En fait, par rapport au degré, en fait, par rapport à la date, vous devez en fait travailler avec la date, l'objet date en JavaScript. Je vous laisse faire, je ne dis rien du tout parce que c'est comme ça que on progresse. Peu importe les moyens que vous allez faire, c'est que vous devez le faire marcher. Ok. Vous pouvez très bien se faire aider un petit peu par
par les forums, mais bon, maintenant vous avez des chatbots et tout, vous pouvez les demander, essayer. Ne leur demande pas de vraiment coder pour vous, parce que sinon vous n'aurez rien compris du tout en fait. Il faut que vous compreniez le code, ok? Vous essayez de faire et puis si vous avez des doutes, vous pouvez leur demander est-ce que je bloque sur cette partie-là, est-ce que c'est cette façon-là de faire? Vous voyez, essayez pour qu'ils vous donnent un petit peu de pistes. Ne leur demande pas de faire votre travail tous. C'est très bien si jamais vous faites ça, euh, si vous comprenez déjà les choses, mais si vous êtes en apprentissage, ben, je vous conseille d'essayer le moins possible, de solliciter le moins possible les chatbots. Au moins que vous avez compris la logique, la vie. Mais là, non. Dans votre cas, vous êtes en apprentissage. Sollicitez moins les, les, les chatbots. Essayez de comprendre le code que vous avez codé. Ok? Voilà. Donc, je vous explique là, ce que je fais, c'est très simple et bien. Comme là, dans le DOM, j'ai déjà mis le nom, vous voyez le nom. Vous voyez, j'ai le nom. J'ai les trucs comme ça, vous voyez là. Il y a les tics là, vous voyez. Les trucs comme ça, j'ai mis comme ça. En fait, j'ai stylé pour qu'il soit bien assez joli, pour que vous puissiez en fait travailler dessus. En fait, ce qu'il fait, c'est que je récupérais tout ça via JavaScript à ce code initial. Et puis, ben, je le transformais parce que comme il me retourne un array collection, je peux pas louper, je peux pas boucler avec la méthode forEach. Je dois le transformer d'abord avec cette méthode array.from. Et puis, je le mets dedans. Ok, point de children. Ce que je fais, c'est juste, je récupère les éléments en gros. Le children, c'est ça en fait, c'est les children, vous voyez. C'est tout ça en fait, c'est les children de ce tag-là, de ce div-là en gros. Et donc, ben, ce que je fais, c'est je les récupère tout, puis je les boucler for each. Après, je mets chai, je mets index. Le chai, c'est ça en fait, c'est la balise. Chat enfant en gros, ok. Et puis, ce que je fais, c'est je détermine les angles de chaque itération. Ok, c'est comme ça. On dit en fait quand on boucle, on dit itération. Chaque itération, c'est-à-dire chaque bouclage, on peut dire ça. Ouais. Voilà. Et puis je détermine l'angle, ok, à 30 degrés, index, ok. Et c'est comme ça. Et ben voilà. Bon, pour le moment dans le CSS, je fais comme ça. Vous voyez, je détermine l'angle en gros comme ça, juste pour avoir visuellement, mais ça n'a aucun impact quand une fois que votre logique sera implémentée. Ok, parce que ici, si vous remarquez bien, je détermine les angles de la minute à 60 degrés. Ok, donc il est là. Si je mets supposons si je mets à 50, si je modifie le style, vous voyez, maintenant il retourne un petit peu à 50 degrés. Maintenant, si je mets, je sais pas, supposons 70, 700 degrés, 70, ben, il va aller vers ici, vous voyez ou non? Donc, ici, c'est pas important parce que ça, c'est juste la rotation de votre degré initial, ok? Là, c'est la même chose. Ici, dans la seconde, j'ai choisi de ne pas le mettre parce que je veux qu'il soit au tout début comme ça, mais vous pouvez très bien le mettre à son état initial, c'est pas un gros souci. Après, c'est la logique que vous allez implémenter dans JavaScript qui fait la différence. C'est que quand il tourne chaque seconde, ben, de toute façon, l'angle, il continuera de en gros tourner en fait par rapport à votre logique tout simplement, ok? Ici, d'ailleurs, je vous parlais des angles des aiguilles.
Ça, c'est un cas à part. Ce que fait ici, en fait, c'est pas les... Excusez-moi, j'ai pas précisé. Ce que se fait là, ce code-là, c'est juste les normes. Hein, c'est ici. Hein. Vous voyez, c'est toutes ces normes-là. Ce que j'ai inscrit ici. C'est ça, en fait, exactement. C'est pas les aiguilles. En fait, les aiguilles, ils ne font rien. J'ai pas récupéré, vous voyez, j'ai rien récupéré. Vous devez le récupérer par rapport à son ID que j'ai déjà mis. Ok? Voilà. Peut-être c'est ici que vous devez le faire comme en gros en fait fonctionnalité. Vous devez créer une fonction qui s'appelle horloge ou clock en anglais, puis vous déclarez les choses nécessaires. Vous déclarez déclarez la date. Ok, et puis vous récupérez les choses. La minute, les secondes. Bon, je ne dis pas plus loin. C'est assez un petit peu casse-tête pour un débutant, ça. Je me souviens quand j'ai commencé, j'avais du mal en fait, à réfléchir. Mais bon, c'est comme ça. Donc, bon, revenons juste ici. Ça, c'est les normes. C'est juste ça, en fait. C'est ces normes-là, vous voyez. 12, tic, tic, 3, tic, tic, 6, tic, tic, 9, tic, tic, jusqu'à là. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai bouclé toutes ces balises-là, tous ces enfants-là. Et puis, j'ai déterminé l'angle, parce que, en fait, comme horloge, elle a en fait 360 degrés. Elle tourne 360 degrés. Donc, je fais comme ça, en fait. Chaque enfant a son index, en gros. Ok? En fait, par exemple, ici, c'est index 0, c'est forcément ici, il me semble. Donc, 0 fois 30, donc c'est 30 degrés. Donc, ici, oui, index 0, peut-être c'est ici, il me semble. Bon, enfin, bref. Donc, encore une fois, l'index 1, ok, 1 fois 30, ça fait 30. 0 fois 30. Bon, dans tous les cas, il commence par ici, en fait, le 12. Donc, on n'a pas besoin de faire. Donc, 2 fois 30, ça fait 60, vous voyez. Donc, c'est pour ça il se décale. C'est grâce au book. Et puis, grâce aux langues que j'ai rajoutées par rapport à l'index de chaque enfant. Et puis, plus l'index il augmente jusqu'à combien, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 12 là, vous voyez. Ouais, jusqu'à 12, et vous voyez. Donc, si vous faites 12 fois 30, bon, si on fait 12 fois 30, vous voyez, vous avez 360. Et c'est pour ça, 360, le 12 comme il est là, il est déjà là, donc c'est bon. À partir de ici, ce tic-là, il va être 1 fois 30, c'est 30. Index 2, c'est ici. 2 fois 30, ça fait 60. Donc, il est là, vous voyez. Donc, il va augmenter, puis il décaler. Et ce que je dois faire à partir de là, je style juste avec le CSS. Je fais chaque enfant, style, point, rotate. Je veux qu'il fait la rotation avec la propriété CSS, rotate. Et puis, je mets juste long. Et puis, je mets dans le template string, je mets degré. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça. Vous voyez? Là, si je ne fais pas ce code, vous allez le voir. Je ne vois rien. Parce que tous les chiffres, ils se mettent dans le même endroit. Comme il me semble, je l'ai mis en position absolue. C'est pour ça. Voilà. Donc, si je le refais, il se décale, vous voyez, grâce au book. Hein. Voilà. Maintenant, vous devez tout implémenter. D'autres fonctionnalités qui est lui-même une horloge dynamique qui tourne en fait par rapport à l'heure. Voilà. To implement. Voilà. Ok? Voilà, je crois que ces deux projets-là, en gros.
La calculatrice et horloge dynamique. Vous allez implémenter par vous-même. Ok? De toute façon, ces mini-projects, vous pouvez récupérer l'interface si vous n'avez pas besoin, vous avez la flemme de styler par vous-même votre propre interface. Vous pouvez récupérer les styles, le code de HTML et puis c'est à vous d'implémenter. Ok? Voilà, calculateur, Dynamic Core. Voilà, c'est dans le dossier mini project que je vais pusher après ce chapitre. Bon, je crois que c'est tout, hein. Je vous avais montré tout et donc je vous ai dit que je vais vous dire qu'on a fini ce cours. Ok, on a vu les bases et tout. Mini project à faire par vous-même. Ok. Après, en fait, pour aller plus loin de ça, je vais peut-être le 10. Je vais refaire une vidéo à part, peut-être dans longtemps, je pense. Dans une vidéo à part comme ça, c'est juste un type une vidéo utile, on peut dire ça, ouais, juste pour dire qu'est-ce que c'est le destructuring. C'est une vidéo à part qui n'est pas dans le cours. Ok? C'est parce que ici ce ne sont que quelques nouveautés qui existaient déjà depuis assez longtemps, hein, depuis JavaScript ES6. Ok? Et donc voilà, introduction à Node.js, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà fait un cours basique dans Node.js. Vous pouvez les suivre si vous le souhaitez, hein. C'est pas un problème. Comprend les frameworks modernes, React, Vue. Si vous préférez Vue.js, vous pouvez très bien suivre d'autres cours sur YouTube ou React. J'ai fait un cours basique sur React. Qu'est-ce que c'est le step, le component, voilà, etc. Voilà, je vous insiste à voir ça si vous souhaitez. Voilà, donc voilà, je crois que c'est bon, hein, on a vu tout ce cours de JavaScript natif, on peut dire ça, JavaScript Vanilla. J'espère que vous avez appris au moins quelque chose sur ce cours. Oui. Et n'hésitez pas à liker ou peu n'importe, en parler si vous le souhaitez. Pour moi, le but de cette chaîne, c'est juste de créer des contenus, des cours que j'ai déjà appris, que j'avais déjà l'expérience dessus, et puis de le mettre comme ça. Ok? Je sais que le monde de développement web, il évolue. On n'arrête pas d'apprendre, même si maintenant on a les chatbots génératifs, des IA, tout ça, vous voyez. Ça, en fait, pour moi, ce ne sont que des outils. Ils nous permettent d'avancer beaucoup plus vite dans le dev quand on travaille dans une entreprise. Il faut faire la coopération avec tous ces argents IA. Ok? C'est comme ça. Voilà. On évolue avec eux et voilà, c'est comme ça. De toute façon, on n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas d'évoluer. Voilà. Si vous aimez des choses, faire cette chose-là. Voilà. C'est ce que je vous donne en gros, voilà, comme conseil. C'est comme ça. Hein. On aime ce qu'on fait et c'est pour ça on aboutit les choses. Voilà, je crois j'en parlais trop, mais bon. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que vous avez au moins appris les choses. Et je vous dis bien codé et bonne continuation. Voilà. On se retrouve à une prochaine épisode, je sais pas, une prochaine chapitre ou une prochaine cours. Je vais arrêter peut-être de faire
vidéos sur les tutos, tout ça, parce que je pense que comme on évolue, maintenant on a des chatbots, tout ça, je ne pense plus que c'est vraiment nécessaire de faire ça. Ok? C'est ce que je vais encore en fait continuer à faire, c'est que je vais peut-être faire une espèce de, de cours vraiment basique, voilà, sur les choses. Ok. Parce en fait, quand on apprend comme ça, en fait, une étape par étape comme ça, euh, on apprend bien, en fait, on consomme bien le contenu, et voilà. Je pense que c'est le meilleur d'apprendre. Vous pouvez très bien, en fait, apprendre avec des IA, en fait, tout ça, ok? Mais par contre, il faut bien lire, en fait, voilà, ce qu'il écrivait. Si vous voulez apprendre avec eux et que vous voulez juste la réponse qui est vraiment courte et que ben là, vous apprenez rien. C'est juste, vous voulez la réponse tout de suite, quoi. Et donc, c'est pas une bonne approche, en fait, pour apprendre. Ok? Voilà. Donc, je vous dis dans les prochaines cours, je pense. Je ne suis pas compte. Peut-être je vais faire une pause. Je vais faire une pause, je ne suis pas compte. Dans tous les cas, maintenant, vous avez tous mes cours en fait nécessaires, hein. JavaScript, HTML, CSS, Node.js, Express, React, tout ce qui touche la base de données. Vous voyez? Le PHP aussi, il me semble, je l'ai fait aussi, vraiment basique. Donc, n'hésitez pas à aller voir, hein. Voilà. Allez, encore une fois, ben, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.